Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi le second tour de la présidentielle en décembre. Ce second tour doit opposer les ex-chefs d'État Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. En RDC, 19 personnes sont mortes en 5 jours de la fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays, portant le bilan à 241 morts depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août. On en parle dans ce JT. Et puis en visite officielle en Tunisie, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a été reçu par le président Bédi Caïd Essebsi au palais présidentiel. Très peu d'informations ont filtré de la rencontre entre les deux hommes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi le second tour de la présidentielle en décembre. Ce second tour doit opposer les ex-chefs d'État et frères ennemis Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour respectivement avec 39,23% et 35,35% des suffrages. Les images. Un second tour devra départager le 19 décembre prochain les deux anciens présidents malgaches, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour de la présidentielle selon les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle. Aucun des 36 candidats en liste lors du premier tour n'a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. Andry Rajoelina est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanana, 35,35%. Un autre ancien président, le sortant, Heri Rajaonarimampianina, n'arrive qu'en troisième position, très loin derrière les qualifiés, en obtenant 8,82% des voix. La Haute Cour constitutionnelle a par ailleurs annoncé lors d'une conférence de presse à Antananarivo avoir rejeté toutes les requêtes déposées par différents candidats, notamment la demande d'Heri d'annuler le premier tour. Le second tour opposera donc les deux principaux acteurs de la crise politique qui avait secoué Madagascar en 2009. On se souvient qu'après plusieurs mois de manifestations et une centaine de morts, Marc Ravalomanana, alors président, avait été contraint à la démission et l'armée avait confié le pouvoir à l'opposant Andry Rajoelina. Ce dernier était resté au pouvoir jusqu'en 2014. En bref, en République démocratique du Congo, 19 personnes sont mortes en 5 jours de la fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays, portant le bilan à 241 morts depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août dernier. Du jeudi 22 novembre au lundi 26 novembre 2018, 19 nouveaux décès donc ont été enregistrés selon le dernier bulletin journalier du ministère de la Santé rendu public mardi. Le cumul des cas est de 421, dont 374 confirmés et 47 probables. D'après une ONG, le seuil de 426 cas marquera la deuxième épidémie la plus grave de l'histoire, après celle qui a frappé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest en 2014. Les notables de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont manifesté mardi contre les massacres de civils attribués aux ADF. Cette manifestation est le signe de la montée de la colère à l'approche des élections prévues le 23 décembre prochain. Reportage. Plusieurs milliers de personnes ont marché mardi matin à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour exprimer leur colère contre l'insécurité qui règne dans cette localité. Parmi ces manifestants, responsables et notables en tête, ont marché pour exprimer leur ras-le-bol. La journée d'aujourd'hui, les notables de la ville de Béni, ils ont choisi la date d'aujourd'hui pour exprimer leur mécontentement et dire non au massacre. Nous voulons voir la communauté internationale, à travers la MONUSCO, s'est décidée pour afin mettre fin à ces massacres, ou carrément que la MONUSCO libère, qu'elle quitte carrément notre ville. C'est difficile à nous. Nous, la population de Béni, nous dit que stop au massacre. Les notables vous mettent en garde. Vous et le gouvernement congolais. Et ceux-ci disent que vous ne faites jusqu'à rien pour arrêter le massacre. Les notables de Béni, avec toute la population que vous voyez devant votre bureau, se réservent le droit
de se prendre en charge. Et vous connaissez ça. Cette marche s'est déroulée au lendemain d'une attaque attribuée au groupe armé ADF. 6 civils et 1 rebelle ont été tués lors de cette attaque qui a visé Oicha, à 30 km au nord de Beni. Lundi, 2 autres personnes avaient déjà été tuées sur une route dans une attaque toujours attribuée aux ADF. Cible régulière de raids attribués aux forces démocratiques alliées ADF, des rebelles musulmans ougandais. Beni est aussi sous la menace d'une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 241 morts à moins de 4 semaines des élections cruciales prévues le 23 décembre. Au Cameroun, un avocat a été enlevé à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du pays, confrontée à un conflit armé. Une crise s'est donc muée en conflit armé depuis plus d'1 an dans cette localité. L'avocat anglophone Ben Soufou, conseiller national juridique du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, a été enlevé ce mardi alors qu'il venait de rentrer chez lui à Bamenda. Nous n'avons pas de nouvelles de lui. Il nous a été rapporté qu'il a été enlevé par des Ambaboy, des combattants séparatistes anglophones qui lui reprocheraient d'avoir pris part à la récente Assemblée générale du barreau du Cameroun, a indiqué Dening Kelemo, chargé de la communication du Social Democratic Front. Les Ambaboy estiment que les avocats du système juridique anglo-saxon ne doivent pas assister aux activités du barreau d'un pays étranger. Les séparatistes ne se considèrent plus comme camerounais. Tout en condamnant cet enlèvement, le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, fondé par l'avocat et leader anglophone Agbo Nkongo Bala, a appelé à une enquête et à la libération immédiate de cet otage et de toutes les autres victimes d'enlèvement, soit par les forces de l'État, soit par les groupes armés non étatiques. Des membres et responsables du Social Democratic Front ont déjà été victimes récemment d'enlèvements et d'attaques. Dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, des affrontements entre armées et séparatistes regroupés en groupes épars dans la forêt équatoriale ont lieu quasiment tous les jours. Des enlèvements d'élèves y ont également eu lieu ces dernières semaines. Restons au Cameroun, mais cette fois-ci dans l'extrême nord du pays où au moins 29 personnes ont été blessées dans un attentat suicide perpétré ce mercredi par une femme à Amchidé, ville régulièrement frappée par des attaques de djihadistes de Boko Haram. L'attaque s'est produite peu avant 7 heures GMT sur le marché d'Amchidé. Certains blessés ont été évacués à Mora, la plus grande ville de la zone, selon un responsable sécuritaire régional qui a qui l'anonymat jusqu'à présent. Aucun blessé n'a succombé à ces blessures. Il faut dire qu'une 2e femme kamikaze a été abattue par des soldats déployés dans la ville avant qu'elle ne passe à l'action. En visite officielle en Tunisie, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a été reçu par le président Bedi Caïd Essebsi au palais présidentiel. Très peu d'informations, il faut le préciser, ont filtré de la rencontre entre les 2 hommes. Voici les images. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé à Tunis ce mardi soir pour une visite controversée marquée par des manifestations contre son rôle dans la guerre au Yémen et la répression en Arabie saoudite. À son arrivée, il a rencontré le président tunisien Bedi Caïd Essebsi et dîné avec lui et le premier ministre Youssef Chahed. Dans un communiqué, la présidence tunisienne a simplement indiqué que le prince saoudien et son hôte avaient évoqué les moyens de renforcer la coopération, notamment économique, la promotion de l'investissement et de la coopération militaire et en matière de sécurité, ainsi que la tenue du 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis en mars 2019. Le peuple tunisien est très cher pour le peuple saoudien. La relation entre l'Arabie et la Tunisie est ancienne et positive. Notre rôle au sein de l'Arabie saoudite est de continuer à construire ce qui a été construit par ceux qui étaient au pouvoir avant nous. C'est ce que nous faisons en ce moment. Jusqu'à présent, notre relation avec l'Arabie est particulière et grâce à Dieu, les fils sont au même niveau que leur père. Nous sommes très contents et je suis fier que le prince héritier me considère toujours comme son père. C'est un honneur pour moi.
Après la Tunisie, Mohamed Ben Salman doit aller au G20 en Argentine. Une visite peut en cacher une autre. Le prince Harry s'est lui rendu en Zambie pour une visite de 2 jours. À Lusaka, la capitale, il a rendu visite aux membres régionaux de CAMFED, une organisation qui lutte contre la pauvreté et les inégalités en Afrique subsaharienne par l'éducation des filles et des jeunes femmes. Avec le Queen's Commonwealth Trust, nous avons mis en place une dynamique inarrêtable qui va vers le progrès. We are an unstoppable movement for change. As President of the Queen's Commonwealth Trust and Her Majesty's Commonwealth Youth Ambassador, En tant que président du Queen's Commonwealth Trust et ambassadeur des jeunes du Commonwealth de Sa Majesté, je constate les grands progrès que vous faites chaque jour au service des autres et l'impact que ce travail a eu sur des vies et des communautés. Et je peux voir la satisfaction que vous en tirez aussi, ce qui est fantastique. Quand vous donnez, vous recevez tellement plus. Et c'est quelque chose que chacun de vous semble connaître intrinsèquement. when you give, you receive so much more, something which each of you seem to know intrinsically. Le ministre sénégalais de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a affirmé que son pays souhaitait la restitution par la France de toutes ses œuvres identifiées comme étant celles du Sénégal. Cette demande intervient quelques jours après la publication d'un rapport sur le patrimoine africain commandé par le président français Emmanuel Macron. Reportage. Le gouvernement du Sénégal a déclaré qu'il souhaite la restitution de l'ensemble de ces œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français. Il souhaite également accueillir ces œuvres dans le musée des civilisations noires. C'est d'ailleurs lors de la présentation à la presse du 10 musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre prochain que le ministre sénégalais de la Culture a affirmé être disposé à trouver des solutions avec la France. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Maintenant, à moins qu'à plus ample informé, nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaitons avoir les 10 000. Que notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Il ne s'agit pas, une fois de plus, du musée du noir, mais du noir dans le temps du monde. Des ministres et des professionnels de la culture de plusieurs pays à travers le monde sont attendus à Dakar pour l'inauguration du musée des civilisations noires. Le gigantesque bâtiment situé dans le centre-ville de Dakar est un don de 20 milliards de francs CFA, soit près de 30,5 millions d'euros de la Chine, qu'il a également équipé pour 2 à 3 milliards de francs CFA, soit 3 à 4,5 millions d'euros. Pouvant accueillir 18 000 pièces sur une surface de 14 000 mètres carrés, ce musée prévoit de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.